Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui revient régulièrement. Les experts du GIEC viennent de rendre publique une étude selon laquelle le réchauffement serait encore plus fort que ce qu'on imaginait. On pensait qu'on aurait un réchauffement de l'ordre d'1,5 degré d'ici 20 ou 30 ans. Finalement, ça pourrait être plus de 2 degrés. Bref, il y a le feu à la maison et il faut tout changer. Écoutez ce qu'en dit Jim Skea, c'est le co-président du groupe 3 du GIEC, c'est-à-dire un des spécialistes de ce thème. Limiting warming to 1.5 degrees C implies changes on an unprecedented scale. It means deep emission reductions in all sectors, the use of a wide range of technologies, behaviour changes, and a significant increase of investment in low-carbon options. Alors, il faut tout changer, nous dit-il, changer nos comportements. Est-ce que vous y êtes prêts? On vous pose la question à vous, chers internautes, répondez-nous sur Twitter et sur Figaro.fr. On va aussi la poser aux invités sur ce plateau. Regardez ce panneau avec toutes les possibilités pour réduire son empreinte carbone. Alors, on peut changer ses ampoules, mais ça ne sert pas à grand-chose. On peut avoir un enfant en moins, alors là, l'impact est réel. On peut changer de mode de locomotion ou bien renoncer à un vol transatlantique. Petit tour de table, vous êtes prêts à faire quelque chose de tout ça, vous tous, pour lutter contre le réchauffement, Richard Bouygues? Renoncer à un vol transatlantique, oui, pourquoi pas, si ça devait être fait et évidemment proposé. Acheter de l'énergie verte, oui, je le fais déjà. Abandonner la voiture électrique, non, parce que j'ai pas de voiture électrique, donc je ne l'abandonne pas, et je ne l'ai même pas achetée, donc on va dire voilà. Et je prends que celles qui sont bien sûr dans la partie verte, donc celles qui ont le plus d'impact, puisque j'ai déjà fait des choses dans le sud. Donc oui, au-delà simplement du sondage, vous avez bien compris que ce qui nous est proposé, c'est de voir, suite à ce rapport du GIEC, je rappelle juste, c'est un rapport qui a été commandé en 2015 pour qu'on puisse voir justement l'évolution aujourd'hui à 1,5 à 1,5 degré de plus, ce que donnerait un petit peu le panorama. Et ce que nous dit aujourd'hui ce rapport, et c'est le titre d'ailleurs de votre question, c'est qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout à 1,5 degré ou 2 degrés. À la fois, le niveau de la mer n'est pas le même. C'est 10 millions d'habitants qui sont impactés en plus, nous dit le rapport, selon qu'on passe de 1,5 à 2 degrés. C'est des étés sans banquise, c'est 1 tous les siècles à 1,5, c'est 1 tous les 10 ans si on est à 2 degrés de réchauffement. Pourquoi? Parce que quand on passe à 1,5, il y a une accélération, on ne peut plus revenir en arrière et donc les écosystèmes sont beaucoup plus fragilisés et ça s'accélère. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'urgence qui est donnée. Donc oui, il faut à la fois que les gouvernements, les États, mais je crois qu'on l'a bien compris lors de la COP21, l'agenda des solutions, ce que les citoyens, les associations peuvent mettre en place, ce que les villes peuvent mettre en place, pas que Paris, mais notamment Paris, est plus important finalement parfois que ces grands accords qui tardent à entrer dans les faits, même si on a remarqué que c'était plutôt une bonne évolution en 2015. Marin de Viry, il y a des choses que vous êtes prêts à faire ou à ne pas faire dans le petit listing là qu'on vous a proposé au début de l'émission? Je ne sais pas, moi je m'en accuse au tribunal de l'écologie, mais en fait j'ai 4 enfants, je ne vois pas comment je pourrais en avoir un en moins. Enfin, je veux bien ne plus en faire. J'en aurais fait que 3, oui. Donc je ne comprends pas très bien le sens de la question pour des gens qui ont déjà des enfants. Sinon, on comprend bien ce qu'il y a derrière ça, il y a cette idée qu'il faut une forme de malthusianisme. Oui, il faudrait que je recommande au mien d'en avoir un de moins, oui, c'est ça. Vous n'avez pas l'air enchanté. Non, je suis pas. Enfin, donc, et pour le reste, à vrai dire, je ne suis pas capable de vous dire que j'ai fait quelque chose dans ce domaine-là. Par contre, je suis capable de vous dire, parce que professionnellement, je vois beaucoup d'impact de changement climatique, par exemple, sur le café, est absolument dramatique. 2% de température en plus, durablement, sur les cafés, oui, sur le thé, c'est la même chose, etc., etc. Donc là, il y a vraiment des migrations liées à la destruction des cultures à travers le changement climatique qui sont déjà en train de se créer. Ouais. Pierre Collega, vous aviez la parole, vous la gardez. Je co-signe tout, c'est tellement insuffisant, c'est tellement plus grave que ça. Oui, c'est ça. Il faut repenser. Tout à l'heure, je suggérais la dissolution de l'Assemblée, je suis pour des mesures maximalistes. Non, il faut repenser la croissance. C'est pour ça qu'on vous invite. Il faut repenser carrément la croissance néolibérale. Cette planète, avec cette dimension démographique et ce qui lui reste de ressources, ne peut pas faire face à l'avenir si on ne repense pas la croissance. Donc, je suis sensible aux théories de Pierre Rabhi, voilà, une austérité heureuse, il faut tout repenser, mais il faut le faire, parce que les COP21, s'il n'y a pas un gendarme qui vous donne un coup de poing un coup de règle sur les doigts, ça ne sert à rien. La Chine, les États-Unis sont un peu voyous dans cette logique. Donc, où il y a une vraie contrainte internationale avec une espèce d'ONU, où là, ils ne peuvent pas, un Conseil de sécurité environnementale, on peut toujours rêver, mais si on n'arrête pas tout de suite, vous savez, c'est le sketch de Fernand Reynaud, le mur se rapproche, ouf, il était temps. Là, maintenant, c'est plus ça. Là, c'était il y a 10 ans qu'il fallait faire ça. Il faut repenser la croissance
mondiale et changer nos mœurs. Nous n'avons pas besoin de consommer autant de choses à une fréquence aussi proche. Voilà. Donc il faut le repenser, nous, dans nos tout alimentaire, voilà, la voiture, les vêtements. Voilà. Il faut faire attention, il y a une ressource fixe sur la planète. Vous savez qu'on est déjà débiteur, on a déjà entamé les ressources des générations à venir. C'est terrible, on tape dans le petit cochon de nos enfants. Donc où on arrête tout de suite avec une décision planétaire, alors une vraie globalisation, pour le coup, intelligente, et une commission de Bruxelles qui mène la danse. L'Europe peut donner l'exemple, parce que nous sommes quand même le pays de la civilisation de consommation, où on fait ça courageusement. Et voilà où Macron a un rôle génial. Il nomme Hulot Premier ministre, en disant, voilà, Édouard Philippe, on arrête. Il dit, tu t'en vas pas. Non seulement tu t'en vas pas, tu prends Matignon, et tu fais de la France le pays qui sera le premier à montrer l'exemple sur le freinage de la croissance, en faisant du bon libéralisme tocquevillien. Il s'agit d'appauvrir personne, mais on arrête de faire cette surenchère avec les grandes surfaces, la surconsommation. Voilà mon projet. Babino nous dit qu'il faut une politique gouvernementale d'envergure sur le climat, comme Hulot le souhaitait. Gepetto nous dit le problème se réglera de lui-même quand les hydrocarbures seront épuisés. Jean-Michel demande des sanctions pour les gros pollueurs de type États-Unis, Inde ou Chine. Cet autre commentaire, le gouvernement doit montrer l'exemple, montrer le chemin. Or, il ne le fait pas. Anne Fulda, votre point de vue sur ce sujet? Je ne sais pas si je militerai pour la nomination de Nicolas Hulot comme Premier ministre, quoique, en fait, je suis assez d'accord avec Perico, parce que je pense que là, les rapports s'accumulent année après année, les cris d'alerte s'accumulent, il ne se passe rien, donc il faut un électrochoc. Et revenons à Nicolas Hulot, pourquoi les termes qu'il a utilisés quand il a expliqué sa démission? Il a dit « je pars parce que je ne sers à rien ». C'est ça qu'il a dit. Exactement. Ça sert à rien. Donc ça veut dire que ces mises en garde, alors c'était peut-être pas la bonne personne, j'en sais rien, mais ces mises en garde n'ont pas été entendues. Il faut effectivement un électrochoc qui doit se produire, pas seulement au niveau national. C'est un changement de culture radical. Dans l'application exacte, je ne suis pas sûre d'être complètement d'accord avec vous. Néanmoins, il faut un électrochoc. C'est sûr que là, sinon, on va encore avoir un rapport dans 2 ans qui dira la même chose et il ne se passe rien. Oui, parce que vous parliez du signal d'alarme de Nicolas Hulot, mais il n'est pas le seul à en avoir lancé. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron, c'était déjà il y a 10 mois. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux. Ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, parce que l'urgence est devenue permanente. Qui s'exprimait au One Planet Summit à Paris en décembre dernier. On se demandait si les gens étaient vraiment mobilisés là-dessus. Regardez, la question du jour, c'est sur le Figaro.fr. Êtes-vous prêt à payer votre énergie plus cher pour lutter contre le réchauffement climatique? Vous voyez, il y a quand même une majorité qui dit non. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Marin de Viry, ce contraste entre ces cris d'alarme quasiment quotidiens et ce relatif désintérêt quand même de la population? Mais parce que la motivation fondamentale, elle passe par la solvabilisation du marché de la transition énergétique. C'est-à-dire l'écologie, c'est trop cher? Oui, enfin l'écologie, c'est trop cher. Si vous avez, comment dirais-je, une masse critique d'entreprises du CAC 40 qui sont directement intéressées à faire la transition écologique, si vous avez une politique fiscale d'accompagnement, si vous avez un accompagnement administratif, un accompagnement territorial, etc., on commence à pouvoir avoir des leviers. Mais est-ce que véritablement les politiques sont pensées de telle sorte à aboutir à cette mobilisation et à mobiliser ces moyens? Je ne le pense pas. Donc on peut avoir comme ça 2 ou 3 ou 4 Hulots qui ne servent à rien parce qu'il faut de la solvabilité. Voilà. Regardez les mesures sur les hybrides, sur les voitures hybrides. Regardez les mesures sur l'isolation des bâtiments. Ce sont des mesures qui fonctionnent à la condition qu'il y ait de l'incitation fiscale, qui est une forme de solvabilisation, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Voilà. Richard Bouygues, c'est un peu désespérant cette forme de désintérêt des Français pour cet enjeu écologique. Pour vous, qui vous nous l'avez expliqué, être très sensibilisé à ce sujet. Moi, je ne pense pas qu'il y a une déresponsabilisation, une démotivation. Je pense que la manière, par contre, dont on pose le débat est souvent maladroite. Et je pense en plus qu'on a donné, je dis on collectif, on a donné l'impression qu'on était un petit peu avec plusieurs alertes qui nous sont arrivées. Le rapport du GIEC est un des rapports les plus optimistes par rapport au rapport de précédents scientifiques qui nous avait dit qu'en gros, on était vraiment très mal parti. Là, on nous dit... On est mal parti, mais il y a encore le temps et l'espace pour des solutions. Donc c'est presque un rapport optimiste, le rapport du GIEC, par rapport à ce qu'on a lu. Mais je pense qu'à un moment donné,
les décideurs politiques ne peuvent pas, à un moment donné, entendre ces rapports, les commander et ne rien en faire. Je pense effectivement qu'il faut arrêter, qu'il faut maintenant prendre des décisions. Et le discours d'Emmanuel Macron, il y a 10 mois, est à remettre pratiquement au regard des décisions qui ont été prises par le gouvernement sur ces 10 derniers mois et qui montrent qu'à un moment donné, et dans le réchauffement climatique et dans la transition écologique, on a pris des mesures de la part de ce gouvernement qui allaient à l'encontre. On dit qu'on veut en gros améliorer la santé des Français, mais quand il faut interdire le glyphosate, c'est compliqué. Quand il faut subventionner plus durablement l'agriculture biologique, on supprime les subventions. Et on dit qu'il faut aller plus vite sur tout ce qui est la fin des centrales à charbon, mais on traîne. Et on dit qu'il faut changer le mix énergétique, et on retraîne encore. Bref, il y a un temps où à un moment donné, on peut entendre les paroles, mais quand il s'agit de passer à l'action, et moi je crois que c'est ça qui désespère les Français, c'est le décalage entre le temps de la parole et le temps de l'action.